Dans le cadre de notre chronique bimensuelle avec le philosophe Michel Binette, on va parler pensée critique aujourd'hui. D'abord, merci Michel d'être en studio avec nous malgré la tempête, malgré les intempéries. Merci pour l'invitation. D'abord et avant tout, qu'entend-on exactement par penser par soi-même en philosophie? Oui, on entend souvent ce terme, penser par soi-même. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu aussi un idéal que l'on cherche à atteindre, c'est-à-dire que l'individu pense par lui-même. Mais en fait, de quoi on parle quand on parle de penser, justement? En fait, j'aimerais d'abord distinguer pensée et réflexion. Parce qu'en fait, peut-être quand on parle de penser par soi-même, on veut dire réfléchir par soi-même. Pourquoi? Parce que la pensée comme telle, on est le processus, si on veut, les pensées, on n'a pas toujours un contrôle sur elles, dans le sens où on voit des choses, on discute, et des pensées jaillissent d'elles-mêmes dans notre psyché, disons-le comme ça. Et c'est pas toujours un acte de volonté d'avoir telle pensée, parce qu'il y a des pensées qui sont toujours pertinentes. Des fois, on est dans une situation où des choses nous passent par la tête et ça n'a pas vraiment rapport dans le contexte. Des fois, c'est par contre, il y a un autre niveau où des fois des pensées plus élevées peuvent nous venir, comme une intuition, une inspiration sur quelque chose. Donc, il y a comme un processus qui se passe, un peu comme je le compare aux émotions, où des fois les émotions sont en réaction à l'environnement, à nos propres idées, en fait, et des fois à ce qui se passe. Réfléchir, ça veut dire plutôt, pour le distinguer, réfléchir veut dire être un acte qui demande de la volonté. C'est-à-dire, on doit réfléchir, ça veut dire, l'étymologie nous dit retour, pencher, non, je cherche le bon mot, là, mais c'est comme aller vers soi, en fait. Okay, faire une introspection. Exact, c'est comme aller vers l'intérieur pour voir qu'est-ce qu'il y a, en fait, là. Peut-être qu'une pensée peut être le début d'une réflexion, mais il doit y avoir un acte de volonté pour vraiment aller au fond de la chose. Puis on parle beaucoup de pensée critique aussi en philo. C'est quoi la pensée critique? Comment l'expliquer? Oui, exactement. En ayant fait cette distinction entre pensée et réflexion, en fait, on voudrait dire réfléchir, en fait, de façon critique. En fait, je veux le distinguer encore aussi de la critique comme telle, parce que des fois, la pensée critique peut tomber dans je critique tout, en fait. Donc, tout est sujet à être critiqué dans le sens où, dans un sens péjoratif. Mais quand on dit réfléchir de façon critique, c'est-à-dire, de recevoir quelque chose de l'extérieur, disons-le, et d'y réfléchir, en fait. Qu'est-ce qu'on essaie de me dire, que ce soit par les médias, par les journaux, par des gens à qui on parle, la famille, les amis, et même nos propres pensées. Donc, d'être critique par rapport à soi-même d'abord, en fait, je dirais, parce que des fois, on a comme je disais tantôt, des pensées qui viennent, et si on la prend comme, vu que je l'ai pensé, ça doit être vrai, on peut se tromper soi-même, en fait. Donc, c'est de réfléchir, cette pensée-là, est-ce qu'elle est valide? Donc, la critiquer, d'où elle vient? Est-ce que c'est moi qui l'ai construite ou elle n'est qu'un produit même de ce que j'ai reçu comme culture, de ce que j'ai capté à la télévision, peut-être, je ne sais pas d'où ça vient nécessairement. Donc, critiquer d'abord nos propres pensées. Mais en fait, c'est intéressant d'en parler, ça, parce qu'on vit quand même à une ère où il y a beaucoup de désinformation. Est-ce qu'il y a des philosophes qui peuvent nous inspirer dans notre pensée critique? Oui, c'est ça, quand on pense, quand on réfléchit à ça, justement, il y a plusieurs philosophes qui se sont questionnés sur ça, mais un qui nous inspire particulièrement, parce qu'il a laissé un impact profond et durable sur la société occidentale, en fait, c'est Socrate. Socrate qui est un peu le père de la philosophie qu'on dit occidentale, mais il avait cette méthode qu'il a appelé lui-même la maïeutique, en fait. Je sais pas si c'est lui qui l'a appelé comme ça, mais on l'a désigné comme ça. C'est-à-dire c'est une espèce de processus de faire naître, de naître à nous-mêmes. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un processus de questionnement, de dialogue avec soi-même, qui va se traduire pour Socrate aussi de dialogue avec d'autres, pour aller à la racine, c'est-à-dire de se questionner sur qu'est-ce que je connais au juste, qu'est-ce que je peux savoir au juste. Et c'est à lui qu'on doit la fameuse phrase « La seule chose que je sais est que je ne sais rien ». Donc, c'est comme une base, c'est comme si on faisait la table rase, qu'est-ce que je sais au juste. Donc, le processus pour y arriver, on le voit dans plusieurs de ces dialogues là, écrits par Platon, mais qui met en scène Socrate,
quelqu'un affirme une chose et là, Socrate se met à le questionner, qui rentre dans un dialogue pour que la personne, finalement, se rende compte que je ne sais pas, finalement. Donc, à partir de là, on peut reconstruire quelque chose, mais volontairement. OK, qu'est-ce que je sais du courage? Qu'est-ce que je sais des vertus? Qu'est-ce que je sais de la politique? Pour chercher le vrai, en fait. C'est ce que Socrate va nous laisser, en fait. Puis Socrate était là à l'époque des sophistes. Ouais. C'est quoi la différence entre leur approche et l'approche de Socrate? Oui, c'est ça. Socrate, il a eu, ce contexte historique où il y avait c'était, on se rappelle, le début de la démocratie athénienne de l'époque des Grecs. Et est né en même temps ces sophistes qui, eux, étaient un peu, je dirais, c'était des gens qui cherchaient non pas le vrai par le dialogue, par la rhétorique, par le discours oral, ne cherchaient pas à le vrai, la vérité comme Socrate, c'est-à-dire d'aller à l'essence et même dans cette recherche du vrai, de se rendre compte que finalement, je ne sais rien. Eux, c'était plus avoir raison à tout prix, c'est-à-dire montrer... essayer de rentrer dans un dialogue avec d'autres, mais c'était pas un dialogue, c'est plus un débat pour finalement essayer de montrer que je sais, que c'est moi le meilleur et que c'est moi le qui sait plus, qui connaît plus, mais c'est juste en apparence. Donc, il utilisait les outils de la rhétorique pour finalement démolir l'autre, en guillemets, même si l'autre pouvait avoir raison, mais peut-être qu'il n'y avait pas la rhétorique aussi développée qu'eux au niveau verbal, et donc il se faisait démolir, alors que peut-être qu'il y avait la vérité, mais l'autre avait l'air, selon un public, par exemple, les sophistes avaient l'air d'avoir la vérité, de savoir, de connaître. Ouais. Et on reconnaît beaucoup ça dans encore aujourd'hui, il y en a beaucoup de sophistes, oui. de sophismes et de sophistes. Parce que, justement, on parle d'une ère de fausses informations, de fausses nouvelles et tout ça. Donc, c'est plein de sources ou plus de sophismes ou de sophismes dans lesquels on peut se faire prendre, en fait, aussi nous-mêmes. Donc, c'est pour ça que ces outils de Socrate sont encore plus valides aujourd'hui. Ils ont toujours été valides, mais sont encore valides aujourd'hui. Justement, j'aimerais savoir comment est-ce que Socrate peut nous aider à une ère de désinformation et de fausses nouvelles. Oui, exact. C'est dur. En effet, surtout avec l'abondance de médias ou de nouvelles que l'on a, de par les réseaux sociaux, de par les journaux et les journalistes indépendants. Donc, il y en a tellement de sources d'informations que c'est très difficile d'aller chercher qu'est-ce qui est vrai au juste. Donc, comment trouver un peu d'abord ce que l'on peut comment chercher la vérité, cette méthode d'abord savoir de reconnaître qu'est-ce que l'on sait, qu'on ne sait rien. Déjà, c'est un point de départ. Donc, qu'est-ce que je sais? Donc, ça nous ramène à soi et à se connaître soi-même. Parce que c'est ça, la démarche philosophique aussi, elle nous amène à qui je suis, qu'est-ce que je suis, d'où je viens et où je vais. Pourquoi c'est important? Parce que ça va alimenter ça va nous faire chercher plutôt qu'est-ce qui est important pour nous, quelles valeurs sont fondamentales pour nous. Et c'est quoi le lien avec l'environnement, avec le contexte médiatique? C'est que d'abord se connaître, savoir quelles sont mes peurs, mes craintes, mes préjugés, parce que ce sont tous des points par lesquels la désinformation peut nous prendre et on peut se faire prendre dans une fausse nouvelle et réagir face à une fausse nouvelle, par exemple en étant, réactif face à ce que d'autres vont dire, face à des nouvelles, face à des gens, même à des élections, par exemple, jusqu'au niveau politique, c'est-à-dire que je peux être pris dans une fausse image de ce qui se passe. Et je peux voter dans une direction qui, finalement, amène un contexte politique différent. Donc, c'est pour ça que la base, c'est qui je suis, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce qui est important pour moi. Donc, c'est de faire cette recherche intérieure qui va conduire notre vie, en fait, qui va mettre de la lumière sur ce que j'essaie de savoir, ce que j'essaie d'apprendre et qu'est-ce que je veux apporter dans le monde, en fait. On pourrait faire une chronique juste sur ça, parce que ça serait vraiment intéressant. Mais c'est ce que je dirais à ça. Mais rechercher la vérité, justement, à notre époque où il y a une abondance d'informations, on ne sait pas discerner, ou c'est plus difficile de discerner ce qui est vrai de ce qui est faux. Comment trouver ce qui est vrai? C'est ça, le vrai, il y a différents niveaux. Il y a le vrai avec un grand V. On parle de l'archétype, par exemple, de ce que Platon va nous dire, parce que le vrai qui est un peu le mystère de l'univers, en fait. Et ce mystère, il reste un mystère, justement, il reste
à le découvrir, mais il y a le vrai à notre niveau quotidien, bon, au niveau de ce qui est vrai, au niveau dans les nouvelles et tout. Mais dans le vrai, dans ce vrai-là, dans ce deuxième vrai, c'est-à-dire qu'est-ce qui est factuel, ben ça va toujours être difficile parce que chacun qui va nous apporter ces nouvelles vont emmener leur point de vue avec eux, vont emmener leurs préjugés avec eux, vont être biaisés, même s'ils veulent avoir la meilleure intention possible, vont être biaisés. Donc, c'est toujours aller à la racine, mais qu'est-ce que je veux de ma vie, en fait? Je sais que cette question peut avoir l'air élevée, et elle l'est, en fait, parce que c'est un chemin de vie, mais c'est fondamental parce que sinon, si on ne va pas à cette vérité qui est atemporelle, en fait, sur le sens de la vie et tout, ben il n'y aura pas tout ce qui est dans le monde concret est sujet à changement, à interprétation, et tout va changer, tout est en mouvement. C'est très dur d'avoir la vérité. Mais si je t'ai illuminé façon de parler, mais éclairé par des valeurs intérieures, ben je vais être plus stable face à ce vent de nouvelles et tout ça. Et je vais essayer d'aller chercher des vérités, extérieures, mais c'est plus à l'intérieur qu'il faut les chercher, en fait. Ben, merci beaucoup, Michel, d'avoir été avec nous. Le temps passe vite, malheureusement. On pourra faire une chronique sur le vrai. Mais on va se revoir dans 2 semaines, de toute façon. Oui, très bien.